Ok, alors je vois que le temps commence à défiler, donc c'est qu'il est temps de, de commencer. Donc nous avons 1 heure à passer ensemble sur la thématique « Quelles innovations pour élargir l'offre de mobilité ?» Donc je suis Anne-Florie Coron, adjointe au directeur général de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère des Transports. Et je suis ravie d'avoir l'occasion cet après-midi d'animer cette table ronde. Alors pour ceux qui sont intéressés par les transports, sachez que notre ministre Clément Beaune sera là demain matin pour l'ouverture de la 2e journée. Donc je vous invite à tous revenir demain matin pour l'écouter. Alors, donc autour de la table, hein, nous avons donc dans l'ordre peut-être de droite à gauche, donc Thomas Matagne, le CEO de Ecov. Ensuite, nous avons Sandrine de Boras, donc responsable de l'innovation à la direction de l'innovation chez Transdev. Ensuite, nous avons Bertrand Bioux, responsable des plateformes Open Data et contenu à la SNCF. Et enfin, Fabien Laurent, chercheur à l'École des Ponts pour le CIRED. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu présent cet après-midi. Alors, peut-être pour resituer un peu là où on en est, en fait, sur les travaux gouvernementaux, en fait, sur les mobilités terrestres. Moi, je voulais d'abord vous parler très rapidement des travaux de planification écologique dont vous avez sans doute entendu parler. Les travaux donc, qui sont menés sous l'égide du secrétariat général à la planification écologique qui a été créé il y a à peu près 1 an. Ils ont abouti en fait cet été avec la publication d'un plan qui est le plan d'action qui aujourd'hui en fait guide notre action, en particulier en matière de décarbonation des transports. Et donc on s'appuie sur plusieurs leviers pour décarboner les transports, de marchandises comme de voyageurs. Et bien évidemment, les innovations sont absolument clés en fait pour accompagner la transition des mobilités, que ce soit les innovations technologiques, les innovations d'usage qui permettent de faire évoluer les comportements. Alors pour démarrer, peut-être on va démarrer donc par une première question. Moi, j'aimerais beaucoup entendre vos témoignages sur les innovations et d'après vous, comment est-ce que les innovations sont une opportunité pour renouveler l'offre de mobilité. Et je vais commencer en passant la parole à Sandrine de Boras, donc pour Transdev. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation déjà. Bonjour à tous. Alors, quand vous nous avez sollicité pour participer à cette table ronde, le sujet, moi, m'a interpellée. Se demander quelles innovations on peut imaginer pour élargir l'offre de mobilité, forcément, ça a appelé au moins 3 questions. La première, c'est en fait, faut-il élargir l'offre de mobilité? C'est vrai que quand on nous pose cette question et puis que on nous parle aussi de proximité, de ralentissement, de réduire les distances, quand on voit aussi que y a déjà beaucoup de solutions qui existent, il y a un foisonnement de solutions qui se sont développées ces dernières années, voilà, on peut s'interroger quand on nous pose cette question. On réalise chez Transdev pas mal d'études. L'une des dernières qu'on a menées là avec Région de France, menée par Ipsos sur 11 000 Français sur leur mobilité quotidienne, nous montre quand même qu'il y a une attente d'avoir une sorte de choc d'offres, d'augmenter drastiquement l'offre de mobilité et surtout d'amener une qualité de service supérieure. Juste pour donner quelques chiffres, on a 72% des personnes qui ont répondu à cette enquête qui attendent une fréquence de passage plus élevée, des bus, des cars, mais aussi des trains, et puis un meilleur respect des horaires. Et que s'il y avait cette fréquence plus élevée et cette qualité de service plus importante, ils seraient peut-être prêts à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Une deuxième question qui est arrivée en préparant cette table ronde, c'est finalement pour qui
pour qui il faut élargir l'offre de mobilité. Et nécessairement, ça pose la question du territoire et des personnes qui y résident. Élargir l'offre de mobilité, ça ne veut pas dire apporter les mêmes solutions partout. Évidemment, quel que soit le type de territoire, on ne peut pas prendre des solutions sur étagère et puis les mettre en place partout de la même manière, puisque les besoins sont différents. Et donc, notre rôle, nous, en tant qu'opérateurs de mobilité, c'est d'accompagner finalement cette transition des comportements, des déplacements, et de proposer aux collectivités et donc aux habitants des territoires des solutions sur mesure qui tiennent compte des spécificités locales et donc finalement d'apporter le bon service avec le bon niveau au bon moment et au bon endroit. Et puis enfin, la dernière question que je me suis posée, c'est finalement comment on élargit cette offre de mobilité. Alors nous, notre métier, c'est d'assembler des briques, d'apporter des éléments de solution, des solutions d'accompagnement aussi. Et puis, ça pose la question finalement de comment on fait de l'innovation. Chez Transdev, on a développé depuis presque une dizaine d'années une démarche d'innovation. Et finalement, c'est le troisième volet de cet apport de l'innovation, des innovations de solutions, des innovations pour essayer de déployer des solutions, d'industrialiser des solutions, et puis de l'innovation de méthodes, de démarches pour faire émerger des solutions. Et on travaille main dans la main avec les collectivités locales, les acteurs des territoires, pour développer, imaginer des solutions sur mesure, parfois combiner celles qui existent déjà avec d'autres, les adapter et faire en sorte qu'on apporte une réponse qui soit juste et durable sur les territoires. Alors, j'ai peut-être déjà été un petit peu longue, mais peut-être juste pour donner un exemple de solutions qui ont été développées dans ce cadre-là. Sur le dispositif laboratoire d'expérimentation des mobilités, nos fameux LEMON. On a imaginé sur Nantes, sur un quartier du territoire, avec une offre de mobilité, mais pas très étoffée, un quartier mixte avec à la fois des habitations, des écoles, universités et puis des entreprises, où finalement les solutions de mobilité présentes n'étaient pas suffisamment satisfaisantes pour que les personnes laissent leur voiture. Du coup, on a imaginé avec Nantes Métropole et le réseau, un service de location de trottinettes et de vélos en libre service pour desservir la zone en interne et aussi faire le lien avec les lignes de transport qui arrivaient juste en lisière de cette zone-là. Donc on a réfléchi vraiment, on a regardé les déplacements, on a regardé les flux, on a regardé les besoins des habitants et des différentes personnes finalement qui sont présentes dans cette zone au quotidien pour proposer ce service-là. Et puis on a mis en place tout un ensemble de solutions et d'accompagnement pour faire en sorte que le service se développe. Et après 2 ans d'expérimentation, les résultats sont plutôt au rendez-vous et la métropole a décidé de prolonger l'expérimentation et de l'étendre à un autre quartier sur le territoire. Donc c'est vraiment en faisant dans la dentelle, avec la collectivité et avec les habitants qu'on arrive à identifier des solutions et à innover sur des solutions qui répondent vraiment aux besoins. Merci beaucoup Sandrine. Alors je vais maintenant passer la parole à Bertrand Billou pour la SNCF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, comment les innovations portées par la SNCF et en particulier ce que vous faites dans le domaine des données peut nous aider donc, à élargir l'offre de mobilité? Alors la SNCF est présente sur tous les territoires et à différentes échelles, que ce soit avec la SNCF que vous connaissez tous, Transilien, TER, Intercité, les TGV sur la longue distance aussi, et puis Keolis, qui est aussi concurrent de Transdev et d'RATP. Donc on a tout un tas d'innovations qui se font et qui se mènent selon les territoires. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'au-delà des innovations, on teste beaucoup de choses. On sait pas toujours si on va pouvoir mettre à l'échelle. Et l'enjeu, c'est aussi de mettre à l'échelle ce qu'on a développé, ce qui a fonctionné sur un petit territoire. Que ce soit peut-être, par exemple, le post-paiement là, qui est expérimenté en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Just Go et qui est dans l'application Connect SNCF. Bah, si ça fonctionne et si ça facilite la vie, si ça améliore le service, peut-être que ça vaut le coup de le généraliser, de le mettre sur d'autres régions. Donc toutes ces petites innovations, le train léger aussi, je trouve ça intéressant de tester sur des petites portions pour peut-être mieux utiliser l'infrastructure. On a plein de petites lignes qu'il faut qu'on remette aussi en état. Il faut aussi faire circuler certains trains dessus. Et peut-être que c'est plus facile parfois de faire circuler des
petits véhicules, un peu plus légers que des gros trains. Donc il y a tout un tas de projets qui sont en train d'éclore en partenariat avec l'État, avec l'ADEME et les équipes innovation de la SNCF. Sur ces véhicules légers, c'est une autre façon de se déplacer finalement. Et ce que je trouve intéressant dans cette façon d'utiliser l'architecture, l'infrastructure, c'est aussi de se dire qu'un véhicule, s'il pouvait aller à la fois sur la route et à la fois sur des rails, ça pourrait être aussi judicieux. Donc il y a aussi des choses qui se font en partenariat avec Michelin pour essayer d'avoir des véhicules qui s'adaptent en fait. Et je crois que c'est un mot important qu'il faut bien qu'on prenne en compte, c'est l'adaptation aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique aussi, et puis au mode de vie qui évolue. Il y a les innovations effectivement qu'on mène, les expérimentations, mais il y a aussi, il faut que l'utilisateur, il faut que le voyageur, il s'en empare. Et il y a aussi un phénomène de société qui est en train de se mettre en œuvre. On a eu le Covid il y a quelques années. On voit que les gens aspirent à se déplacer autrement, la semaine, le week-end, pour des activités, pour aller au travail, pour faire du télétravail quand ils peuvent le faire. Donc aussi se déplacer moins. On parle parfois aussi de démobilité. Faire des choix de vie différents, des rythmes de vie différents, peut-être ralentir. Il y a des études super intéressantes qui ont été faites par le Forum des vies mobiles, justement, sur, après avoir fait l'éloge de la vitesse pendant des années. Et encore une fois, c'est très bien de pouvoir prendre le TGV, d'être à 3 heures de Paris à Marseille. Enfin, voilà, mais il y a aussi d'autres modes de vie qu'il faut valoriser. Et la proximité, c'est un point important aussi qu'il faut avoir en tête. Et peut-être essayer de reconstruire cet effet village un peu, où on va pouvoir prendre son vélo, on va pouvoir avoir le choix. Et moi, ma conviction, j'ai fait ce choix-là. Hein, je vis en appartement, j'ai pas une maison en banlieue avec beaucoup de terrain. Donc j'ai le choix, j'ai pas de voiture, mais je pourrais avoir une voiture. Je peux prendre le vélo, je peux prendre les transports en commun. Je peux m'adapter à la météo, je peux m'adapter à ma forme physique. Et ça, c'est un point important qu'il faut. On a tendance à souvent opposer à dire oui, mais il n'y a qu'en ville que vous pouvez faire ça. On a de plus en plus de vélos électriques. On a aussi ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, qui sont entre justement la voiture et le vélo. Voilà, toutes ces nouvelles façons de se déplacer, c'est important. Et c'est important d'enrichir ce mix et de travailler ici sur ces comportements, sur ces nouveaux modes de vie, qui vont peut-être évoluer petit à petit aussi au fur et à mesure. Et puis cette nouvelle façon d'utiliser l'infrastructure et de se dire, on a déjà un réseau qui est bien maillé, qui est dense. Il faut le maintenir, certes. Ça coûte, c'est pas gratuit, mais on se pose la question de construire des nouvelles routes ou des nouvelles infrastructures. Voilà, c'est un coût. Toutes ces questions sont importantes. Donc sur l'aspect, après je dirais plus data, ouverture des données, moi c'est ce qui m'intéresse. Il y a un aspect important, c'est qu'on va donner la possibilité à plein de gens, quand on ouvre des données, d'innover, d'améliorer des services. Donc ça c'est un effet important, parce que dès que vous donnez de la matière première à des gens, ils vont pouvoir créer, réfléchir, vous questionner, donc aussi permettre à la SNCF de s'améliorer sur certaines données. On reçoit régulièrement des messages d'utilisateurs qui nous disent il manque ça dans votre jeu de données, ou je comprends pas très bien pourquoi vous avez fait ça, comment vous avez fait ça. Donc ça c'est important aussi, c'est une ouverture au monde, une nouvelle façon de coproduire des services. Et je crois vraiment que la SNCF doit être aussi certes un leader de filière, mais d'avoir ce côté aussi fédérateur pour développer des mobilités bas carbone qui ne soient pas essentiellement les transports publics et le ferroviaire, mais aussi le vélo, la marche à pied. Et même si on gagne 0 € sur ces mobilités, c'est important parce que les gens qui prennent le train, ils viennent à la gare, il faut mieux qu'ils viennent à pied, en vélo, qu'en voiture. Donc on a un enjeu d'essayer il y aura toujours besoin de voitures. Il y a peut-être notre enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut l'utiliser différemment. Est-ce qu'on peut covoiturer? Est-ce qu'on peut faire de l'autopartage? Est-ce qu'on est obligé de posséder une voiture? Est-ce qu'on doit posséder une grosse voiture pour finalement s'en servir une fois par an pour les vacances? Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux louer une grosse voiture quand on part en vacances et avoir une petite voiture parce que ça consomme moins d'énergie? Donc c'est ces questions-là qui sont importantes aussi, où je me place plus en tant que voyageur, citoyen,
il faut aussi avoir ça en tête. Merci beaucoup Bertrand. Alors justement, vous avez chacun dit qu'il n'était pas, enfin que l'offre devait être adaptée au territoire et on a effectivement aussi une vigilance particulière pour les zones peu denses. Alors Thomas, donc vous avez créé une start-up qui propose de nouvelles offres de mobilité, en particulier pour les zones peu denses. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bonjour, bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. Oui, alors chez Ecov, on déploie et on opère des lignes de covoiturage hors des centres-villes, dans ce qu'on appelle la France qui conduit, puisqu'elle est complètement dépendante de la voiture individuelle. Aujourd'hui, 81% des kilomètres parcourus par les personnes en France le sont en voiture. Donc il faut absolument travailler sur l'ensemble des leviers. Il n'y a pas de question là-dessus. Il faut réduire les distances. Pour réduire les distances, il faut relocaliser, rapprocher les besoins. Il faut ralentir. On sait que le budget de la mobilité est défini par un budget de temps, en gros, et plus on va vite, plus on va loin. On réduit le temps passé dans la mobilité globalement. Il faut évidemment réduire la taille des véhicules. Il faut décarboner la technologie, mais on ne se passera pas non plus d'une optimisation, voire même c'est un levier majeur, d'une optimisation de l'usage des systèmes existants. Quand on a 80% des kilomètres parcourus par les voitures, on peut se dire est-ce qu'au moins c'est bien utilisé ? Eh bien non, puisque le taux d'occupation moyen des véhicules est de 1,4 personnes pour les trajets du quotidien. Ce qui veut dire qu'on gaspille 2/3 de la capacité de transport. Les sièges sont là, ils existent dans les territoires qui en ont besoin, et pourtant on consomme du pétrole, de l'énergie pour les faire circuler, pourtant ils ne sont pas utilisés. Ça veut dire en gros que 2/3 de la capacité de transport est gaspillée, ça veut dire que 2/3 du pétrole qu'on extrait, qu'on transforme, qu'on brûle, ne sert à rien, globalement, si ce n'est d'un point de vue socio-économique. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ça puisse l'être ? Et en fait, le sujet, il dépasse complètement l'individu. L'individu, il est dans une situation qui est la construction d'un siècle d'aménagement du territoire, de développement de la voiture, associée à une énergie pas chère, etc. Donc une autonomisation, on va toujours plus vite, donc on va toujours plus loin, on a plus d'opportunités, on va habiter plus à la campagne, etc. Et personne dans le système routier, contrairement à tous les systèmes de transport collectif, n'a cherché à optimiser ce système du point de vue du déplacement des personnes. On fait en sorte que les voitures circulent, qu'il y ait moins de congestion possible, qu'on les électrifie, etc. Mais on ne fait pas en sorte que ces voitures transportent un maximum de personnes. Là où la SNCF essaie de remplir ses trains, Transdev essaie de remplir ses bus, ses trams, ses métros, etc., ce n'est pas le cas sur la voiture. Et en fait, la question de l'innovation porte sur un changement de regard, sur le fait que en fait, les capacités de transport existent, mais qu'elles ne sont pas exploitées, elles ne sont pas opérées, elles ne sont pas optimisées du tout. Et c'est ça qu'on cherche à faire, avec un point de départ qui est, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on arrive à mettre 300 personnes dans un train, qu'on arrive à en mettre 30 dans un bus, mais qu'on n'arrive pas à en mettre 3 dans une voiture ? C'est pas que les gens ne veulent pas partager, c'est qu'ils ne savent pas partager, ils ne peuvent pas partager. Rien ne leur est donné comme condition pour le faire. Or, on connaît les conditions pour faire en sorte que là, vous sortez d'ici, vous allez prendre le métro. La plupart des gens qui sont ici sont sûrement venus en métro, en transport collectif. Eh bien, pourquoi est-ce que vous avez pris ces transports ? Parce qu'ils sont de qualité, ils ont un certain nombre de caractéristiques, ils sont fiables, ils sont fréquents, vous connaissez le point de départ, de destination, vous avez un chaînage multimodal, premier, dernier kilomètre, etc. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à recréer un système de cette nature hors des centres-villes. On sait très bien le faire avec des moyens lourds dans les centres-villes. On ne sait pas le faire vraiment encore. Enfin, jusqu'à présent, on ne savait pas le faire hors des centres-villes. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec des lignes de covoiturage, puisque les lignes de covoiturage vont s'appuyer sur les flux de voitures qui passent naturellement sur le réseau, à proposer aux conducteurs qui passent par là d'embarquer un passager en passant sans aucune contrainte. C'est-à-dire qu'il y a zéro anticipation nécessaire, zéro modification de l'habitude, un peu comme un conducteur qui embarque un autostoppeur. Donc notre job, c'est de comprendre les flux de voitures pour permettre aux conducteurs d'embarquer des passagers en passant. Et côté passager, c'est de pouvoir avoir une offre qui est comparable à un métro, alors qu'on est dans la Pampa, dans les territoires périurbains et ruraux, hors des centres-villes. Donc ça
recouvre une très grande diversité de situations, entre une pénétrante de métropole, une liaison de communes périphériques à périphériques ou zones rurales, c'est évidemment des choses très différentes et il faut donc adapter les solutions à chaque territoire. Mais le principe global, c'est recréer une cadence, une fréquence pour ces personnes-là. Et ce qu'on a montré avec les lignes de covoiturage, c'est qu'on allait chercher des gens qui jamais ne covoituraient au préalable. Plus de 80% de nos usagers viennent de l'autosolisme parce qu'on a hyper simplifié du point de vue du conducteur la possibilité de covoiturer. Beaucoup de conducteurs sont prêts à partager s'il y a zéro contrainte. Et du point de vue passager, on a offert une offre de qualité comparable à ce qu'on a dans un transport collectif conventionnel. Le temps d'attente moyen d'un passager sur une de nos lignes, il est de 3 minutes 30. Il est même inférieur à ça, donc c'est la fréquence d'un métro. La moyenne, c'est une chose. En plus, on arrive à garantir la fiabilité, un aléa qui est limité. Et sous cette condition, donc, on va chercher des autosolistes et on obtient même de la démotorisation, puisque des gens, on a mesuré par sondage que une partie des usagers pouvaient revendre leur voiture sur un des réseaux entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, Lane, qui est le plus avancé historiquement. On a 21% des passagers qui disent s'être démotorisés, c'est-à-dire avoir revendu l'une des voitures du ménage. Parce qu'ils ont, pour un certain motif de déplacement, sur certaines liaisons, origine-destination, un service de qualité dans lequel ils ont confiance. Et donc, ça réduit leur dépendance. Ils ne sont pas indépendants de la voiture. Dans ce territoire, pour plein d'autres motifs de déplacement, vous continuez à avoir besoin de la voiture, ou d'autres modes, évidemment. Il faut évidemment développer des alternatives, mais il faut structurer le réseau fiable et cadencé. Donc, nous, on plaide vraiment pour un système de transport express pour tous qui va du RER métropolitain quand vous avez des gros flux. Et ça, il n'y a rien de mieux qu'un RER pour transporter beaucoup de gens. Ça sera vachement plus efficace que n'importe quoi d'autre. Mais si vous n'avez pas de quoi remplir un RER toutes les 10 minutes, ce n'est pas forcément une bonne idée d'un point de vue économique ou environnemental. Donc la solution en dessous, c'est du car express. Vous remplissez un car de 50 places toutes les 10 minutes, c'est vraiment très bien. Et ça a montré aussi sa performance un peu en France, beaucoup à l'étranger. Et si vous n'avez pas de quoi remplir un bus, vous pouvez aussi mettre un service à fréquence, qui sont les lignes de covoiturage. Et donc c'est en réinterrogeant les limites historiques, en se disant, c'est pas juste il y a un monde de la voiture et un monde de la mobilité, parce que là c'est un implicite en fait. Quelle innovation pour élargir l'offre de mobilité alternative à la voiture? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Pour nous, il y a un continuum, et c'est plutôt comment est-ce qu'on change de regard sur les capacités de transport qui existent pour faire en sorte que les gens puissent réduire un usage individuel et que ce soit hyper inefficace. Merci beaucoup Thomas. Alors Fabien Lebrand, donc vous êtes chercheur, directeur de recherche. Donc je n'ai pas dit le cycle tout à l'heure. Donc le CIRED, c'est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et donc l'un de vos sujets de prédilection, c'est la mobilité territoriale. En quoi vos travaux de recherche nous aident-ils à répondre à la question? Merci. Bonjour à tous. Peut-être deux constats sur l'innovation qui a touché la mobilité en profondeur sur la dizaine d'années que nous venons de vivre. Pour moi, il y a vraiment deux révolutions techniques qui ont pris corps. La première, bien sûr, c'est celle de l'information qui a été bien évoquée par mon voisin, qui n'utilise pas les services de planification d'itinéraire pour aller à un endroit qu'il ne connaît pas beaucoup d'avance. Et l'autre révolution, bien sûr, c'est la révolution de la motorisation électrique avec l'apparition, vraiment le développement de la technologie, pas seulement pour des voitures, mais en particulier pour des voitures, et avec maintenant des parts de marché qui sont devenues vraiment notables. Et bien sûr aussi pour renforcer les deux roues, pour leur donner des capacités à franchir la distance bien supérieure à ce qu'on avait l'habitude de faire, hormis les bons sportifs. Donc deux potentialités, je dirais deux révolutions techniques donc, qui ont été engrangées, qui peuvent s'amplifier, bien sûr, ça peut s'élargir sans doute, avec aussi le constat que les différentes formes techniques vraiment éclosent, fleurissent, émergent de partout, que là, pour le coup, on a une espèce d'élargissement perpétuel de possibilités, permise en particulier par la transformation numérique de la conception et de la fabrication des objets techniques et par le renforcement de la puissance industrielle mondiale. J'insiste là-dessus, c'est vrai que d'un côté, on a une espèce d'angoisse avec en particulier l'enjeu climatique et tout ce qui va avec. De l'autre côté, quand même, il ne faut pas sous-estimer notre capacité globale, collective,
au plan industriel pour changer la donne, et parfois ça va vite. Ça va vite. Alors je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, on était vraiment en question sur est-ce qu'il faut imposer l'électrification totale des véhicules neufs, enfin des automobiles neuves à la vente. À quel horizon? Donc, bon, les uns et les autres disaient oh là, 2050, 2040, oh, mais pas avant. Bon, il y a une volonté collective, et puis en fait, les constructeurs qui traînaient un peu les pieds, les constructeurs, ils savaient que leur capacité de conception et de fabrication était suffisante pour répondre à des challenges qui auparavant auraient paru insurmontables. Alors les recherches qu'on fait sur ce genre de sujet, donc des recherches déjà pour comprendre les choses en système, donc en faisant bien attention notamment à ce qui est la performance carbone des modes de transport. Donc c'est en système qu'il faut raisonner. Il faut regarder évidemment l'énergie qui va être consommée par le mouvement. Et donc là, l'empreinte carbone de l'énergie. Et en France, on a la chance d'avoir une électricité faiblement carbonée, qui peut même être encore plus faiblement carbonée si elle est produite dans son propre jardin ou sur son propre toit avec une éolienne domestique ou avec des panneaux solaires domestiques. À ce moment-là, l'empreinte carbone de l'électricité produite domestiquement, si je peux dire, va baisser encore. Et si on met ça dans une voiture, le bilan carbone de la voiture va être sacrément changé pour une voiture électrique. Donc il faut faire attention à quelles sont les conditions de système technologique. Et puis du côté des autres modes, il faut bien tout considérer. Il faut considérer l'infrastructure pour chacun des modes. Donc il y a une dette carbone, comme on dit, pour les routes. Il y en a aussi une pour les infrastructures ferroviaires. Et puis même pour les piétons, il y a une dette carbone pour les chaussures qu'on utilise. Des chaussures qu'on utilise 1000 km, mettons. J'ai du mal à trouver des études sur ce genre de sujet qui paraît trivial. Des chaussures, l'empreinte carbone de la fabrication d'une paire de chaussures, c'est 15 kg en moyenne. Vous divisez ça par 1000 km, ça fait tout de suite 15 grammes d'équivalent carbone émis par kilomètre de marche. Donc l'empreinte carbone de la marche, c'est pas 0, c'est au moins 15. Et puis en plus, après, il faut regarder l'alimentation du piéton. Alors, je ne vais même pas parler du cycliste Deliveroo qui turbine comme un dératé, mais forcément, il mange. Donc, si vous ajoutez ça, l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français moyen, compte tenu de la consommation d'énergie et du métabolisme humain, vous arrivez vite à des empreintes carbone qui peuvent faire plus de 50 grammes par kilomètre. Et dans ce cas-là, on est au-dessus de ce que coûte en carbone une voiture électrique produite en France. Donc voilà le genre de recherche qu'on fait. On fait attention au système. Et puis, alors, dernier mot, on essaye aussi de faire attention à l'économie des choses. Par exemple, qualifions l'offre. Ça veut dire quoi, offre, en théorie économique? Alors, dans la mobilité, on est beaucoup en self-service pour l'essentiel des kilomètres qu'on réalise, que ce soit en voiture, les 80 et quelques %, que ce soit en vélo, que ce soit à pied, tout ça, c'est du self-service. Donc, où sont les acteurs de l'offre? Bon, il n'y a pas que Thomas, évidemment, ni la SNCF, ni que Transdev, mais c'est quand même bien une grosse problématique qu'il y ait des acteurs avec une volonté de changer la donne, avec une volonté de conquête, qui cherchent à rentabiliser des services, donc à les développer, mais à les rentabiliser. Et c'est vraiment important de se poser la question de la valeur, du prix des choses, du coût des choses. Ce n'est pas équivalent, bien sûr, mais c'est complémentaire entre coût, prix et valeur. Qui paye au final? Et est-ce qu'on arrive à rentabiliser les différents investissements dans lesquels il y a la construction d'infrastructures, mais encore, je dirais, le simple fait de maintenir en exploitation des infrastructures qui n'ont plus beaucoup d'usagers, ça risque de coûter cher à la collectivité. Merci beaucoup. C'est fort intéressant et je retiens l'empreinte carbone du piéton et de la chaussure. C'est la première fois que j'entends un tel calcul pour ma part. Alors, j'ai envie de vous demander, maintenant qu'on a fait ce beau panorama, finalement, on voit qu'il y a
il y a donc différentes offres possibles et que vous êtes en train de développer. Et finalement, comment est-ce qu'on peut réguler, combiner, valoriser ces offres avec l'objectif effectivement de sortir du tout voiture, en tout cas du tout voiture individuelle qui reste la majorité de son temps en plus au parking. C'est quoi finalement le véhicule de demain, avec le mot véhicule au sens large en fait. Et donc je vais repasser la parole à Sandrine de Boras. Oui. Alors, c'est vrai que si on se pose la question de savoir comment on sort du tout voiture, hein, Thomas l'a dit, c'est pas forcément sans la voiture, c'est retravailler la voiture, c'est travailler autrement. Elle fait forcément partie du panel de solutions. Et chez nous, Transdev, comme chez tous les opérateurs de mobilité, Bertrand en parlait tout à l'heure aussi, on est sur finalement une des options possibles hein, dans toute la chaîne de mobilité. Je le disais aussi tout à l'heure, moi je pars du principe que finalement toutes les solutions, ou presque, on les a déjà. La vraie question, c'est encore une fois, quelle solution on amène, à quel moment, à quel niveau. On sait qu'il y a des attentes très importantes de personnalisation, de maillage très fin des territoires de la part des habitants et que pour autant, ils sont prêts à changer pour certains. En tout cas, si on se dit qu'il faut essayer d'apporter des solutions alternatives à la voiture, si on amène les conditions qui vont bien. Je pense que le sujet de comment on régule, comment on valorise, comment on combine, quelles solutions on amène finalement pour sortir du tout voiture, c'est aussi une question de choix politique et de temporalité. On parlait d'infrastructure, on parlait de maintenance de l'infrastructure. C'est vrai que si on se dit qu'il faut essayer d'aller un petit peu vite, étant donné le contexte climatique dans lequel on est, s'il faut qu'on mise sur des solutions plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que de grands ouvrages, quelles sont ces solutions qu'on peut essayer de pousser et ça dépend vraiment des objectifs et encore une fois des territoires sur lesquels on est et de l'échelle à laquelle on est. Thomas évoquait tout à l'heure cette question de capacité et du coup de moyens qu'on a sortis à ces capacités. Si on veut plus de monde qui utilise les réseaux de transport, effectivement il faut mettre plutôt en place des moyens très capacitaires, du car express, des lignes de covoiturage express et puis il faut aussi accompagner les personnes pour utiliser ces solutions-là. On l'a évoqué un petit peu. C'est pas parce qu'on met de l'offre à un moment donné que les gens vont monter dedans. Il faut donner les moyens de connaître ces offres, de les valoriser. Il y a là-dedans certainement une question d'éducation à la mobilité, d'apprentissage. Il faut créer les conditions pour que les personnes viennent. Il faut amener des conditions de sécurité, aussi peut-être du confort d'attente. Hein, et c'est une question qui va se poser de plus en plus avec les situations de forte chaleur. Si on doit attendre par 40 degrés, peut-être que finalement on va préférer prendre sa voiture plutôt qu'attendre un bus qui va arriver dans 15 ou 20 minutes. Et puis il y a cette question, je l'ai dit, d'apprentissage, d'éducation. À Lens, par exemple, nous on a travaillé sur un programme d'apprentissage à la mobilité, notamment pour des collégiens, qui s'appelle A+ dans le bus, dans lequel on essaye d'amener à travers différents modules, et notamment un module de réalité virtuelle, pour faire apprendre les composantes essentielles de la mobilité aux collégiens, parce que finalement, c'est pas si simple que ça de savoir se déplacer. Il faut savoir lire un plan, il faut savoir acheter un titre, il faut savoir où est-ce qu'on doit prendre le bus, comment on doit se comporter à bord, et on sait qu'il y a un vrai déficit chez certaines populations, et qui finalement fait que les personnes ne vont pas prendre le bus, et qui derrière, ou les autres modes de transport alternatifs, et qui derrière va bloquer tout un ensemble de choix d'orientation, de choix de localisation, de choix d'emploi aussi, et qui limite finalement le périmètre sur lequel les personnes vont pouvoir se déplacer. Si on se dit qu'on veut avoir plus de monde à vélo, et on sait que la pratique du vélo, elle se développe, hein, les dernières enquêtes qui ont été publiées montrent qu'il y a de plus en plus de personnes qui font du vélo. Alors ça dépend là aussi évidemment des territoires, entre des territoires urbains et puis des territoires périurbains, voire ruraux. Il faut faire en sorte que ces territoires-là soient cyclables. Alors il y a évidemment une question d'infrastructure, mais il faut aussi travailler sur des dispositifs de sécurisation au-delà de l'infrastructure, et par exemple mettre en place des systèmes de détection des piétons et des cyclistes
dont on équipe aujourd'hui les bus et les cars, justement pour faciliter et favoriser cette pratique. Et puis si on va encore un cran plus loin, et si l'ambition c'est plutôt de développer, d'avoir plus de vélos et en même temps plus de personnes dans les bus, et bien, il faut travailler et développer la question de l'intermodalité du bus avec le vélo, l'intermodalité. Et pour ça, on travaille beaucoup chez Transdev sur la possibilité de pouvoir emporter son vélo à bord. Alors c'est l'emporter dans le véhicule ou à l'extérieur du véhicule avec plusieurs tests dans des configurations différentes, des systèmes d'accroche différentes, et puis la possibilité aussi de pouvoir réserver la place pour son vélo à bord avec des tests qui ont commencé en Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, il y a tout un ensemble de solutions. Je pense que la plupart sont effectivement déjà là. Il faut arriver à créer les conditions, les faire connaître, les valoriser, les combiner pour faire en sorte que tout ce système, je reprends le terme de Fabien Leurent, tout ce système de mobilité alternative puisse fonctionner, encore une fois, avec la bonne offre au bon niveau, au bon endroit. Merci beaucoup Sandrine. J'en profite pour signaler à ce sujet la démarche France Mobilité qui vise à recenser les bonnes pratiques et les outils de chaque territoire, donc au service des collectivités. Monsieur Billou, pour la SNCF, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur le sujet ? Alors, mon passé à la SNCF, j'ai beaucoup travaillé dans une entreprise qui faisait du calcul d'itinéraire multimodal. Donc, effectivement, la combinaison des modes via un outil numérique, c'est quand même super utile. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de progrès à faire. On fait des calculs d'itinéraire multicritères. Donc, on peut, dans les critères qu'on va mettre dans le calculateur d'itinéraire, mettre des critères écologiques, pas que le prix, le confort aussi, qui est vraiment un point important, puisque on a aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, qui sont chargés, qui sont à mobilité réduite, qui sont amenés à se déplacer. Et dans un contexte qui va être de plus en plus difficile certains jours, parce qu'il va faire excessivement chaud, il y aura des contraintes, on va dire, climatiques. C'est important aussi d'avoir cette notion en tête. Ce que moi j'ai observé, j'ai l'impression que ça n'a pas énormément bougé. J'ai repensé tout à l'heure quand Thomas tu parlais de l'importance d'étudier les données routières pour comprendre un peu comment fonctionnent les flux routiers, pour essayer de simplifier l'offre. Si on n'a pas accès à ces données, alors là, je reprends ma casquette Open Data, désolé. Si on n'a pas accès à ces données routières de circulation, que ce soit des données ça peut être des données qui sont dans des véhicules. Les constructeurs installent des petits boîtiers dans tous leurs véhicules. Donc, la voiture connectée, ça existe déjà depuis des années, mais ces données-là, aujourd'hui, elles sont compliquées à récupérer. Donc, on ne peut pas trop les utiliser, malheureusement. Il y a des données de comptage aussi sur des routes. Il y a des capteurs. Et puis, il y a aussi ce magnifique objet que vous avez tous, qui est comme un mouchard de poche, et qui dit exactement où vous êtes, à quelle vitesse vous avancez. Et donc, c'est aussi une autre façon de récupérer de la donnée géolocalisée, des traces GPS. Et ces données, elles sont importantes. Alors, il faut essayer de les avoir en temps réel, parce que le temps, il est important aussi. J'ai pas mal incité sur les usages, mais on peut imaginer certains usages sur certaines temporalités. Par exemple, emporter son vélo, j'ai vu ça à Amsterdam, dans les transports publics, mais pas aux heures de pointe. Entre 10h et peut-être midi, je ne sais plus exactement. Donc, quand on n'a pas accès aux données, et si on n'a pas accès à ces données routières, là on parle, les données routières c'est quand même important, c'est 80% de la mobilité, et si on veut essayer de décarboner, d'améliorer un petit peu ces 80%, si on n'a pas accès à ces données temps réel, c'est quand même compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Si on a accès à ces données, alors on peut y avoir accès si on utilise des API, des plateformes API, mais là il faut payer. Et le problème qu'on a dans le transport public, et au niveau des collectivités aussi, c'est que c'est horriblement cher. On n'a pas les moyens de se payer ça, quoi. Donc, parce que le nombre de requêtes que ça générerait, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on sait le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le modèle économique pour pouvoir le faire. Est-ce que ces données ne devraient pas être en open data ? Enfin, c'est les gens qui roulent, ils utilisent des infrastructures publiques payées avec vos impôts, nos impôts. Et si on les avait, ça permettrait, quand je vous ai parlé de calcul d'itinéraire combiné,
on l'a expérimenté, donc ça fonctionne. Vous avez les données temps réel routières, vous avez les données temps réel des trains transiliens, de tous les modes de transport public, et pourquoi pas aussi du covoiturage. Enfin, voilà. Et vous avez à disposition votre mix mobilité en temps réel et vos possibilités en fait. Vous savez que si vous ne pouvez pas prendre la B, peut-être que sur la D ça se dégage et que vous pouvez laisser votre voiture à telle gare. Et ça, on a souvent besoin de sa voiture sur le premier kilomètre, parce qu'on a une course à faire, il faut déposer les enfants, mais on n'est peut-être pas obligé de rester dans sa voiture sur l'ensemble du trajet. Et peut-être que c'est plus efficace d'utiliser sa voiture pour aller dans une gare en périphérie de Paris, à condition qu'on ait un train qui passe toutes les 3-4 minutes, toutes les 5 minutes, mais un bon niveau de service et que ça soit rapide. Mais le RER en région parisienne, c'est quand même relativement efficace. Donc si on a ces données, on peut imaginer différents scénarios qu'on peut adapter en fonction de la journée en temps réel. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. Je crois que c'est prévu et que c'est des données qui vont s'ouvrir petit à petit, mais ça met du temps. Et si on ne s'attaque pas à ce sujet, si on veut prendre des parts de marché à l'autosolisme, il faut simplifier la vie des gens qui ont des voitures. Donc il faut aussi savoir leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver une place en sécurité, où ils soient sûrs de se garer dans une gare, je parlais dans une gare, mais ça peut être ailleurs, et ils puissent prendre un transport de ce point-là pour aller à leur point d'arrivée, donc qu'il n'y ait pas de rupture dans leur itinéraire. Donc ça, c'est important, et c'est des choses sur lesquelles il faut continuer d'insister, de pousser pour que ça se fasse. Et donc l'open data, ça aussi, ça permet de décupler, une fois que les données sont disponibles, tout le monde va pouvoir les utiliser. Aussi bien Thomas que Transdev, que SNCF ou d'autres startups. Merci beaucoup. Alors, sur les données, une marche a été franchie avec la loi d'orientation des mobilités, promulguée en 2019, qui a visé justement à améliorer le partage et la mise à disposition en open data. On peut citer aussi le hub transport data gouv qui s'enrichit progressivement. Mais il y a sûrement une nouvelle étape à franchir pour encore optimiser cette utilisation des données. Côté administration, on travaille aussi sur la modernisation de Bison Futé, qui est l'outil qui regroupe déjà énormément d'informations en termes de mobilité routière et qui est très, très utilisé en période de crise ou comme les tempêtes la semaine dernière, par exemple, ou pour la préparation des grands départs en vacances. Alors, je vais maintenant repasser la parole à Thomas. Je vais rebondir sur la question des données et du routier. En fait, le monde routier, que l'on parle des gens qui fabriquent et vendent des voitures ou des gens qui fabriquent et vendent des routes, ne pense pas mobilité. La mobilité, c'est la mobilité des personnes. Le monde routier pense faire circuler des voitures, pas faire déplacer des gens. Et ça change tout. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, personne ne s'intéressait à la mobilité hors des centres-villes. Avant la LOM, il n'y avait pas de compétences mobilité des collectivités pour regarder la mobilité des gens hors des centres-villes. Il y avait une compétence routière pour faire en sorte qu'il y ait des routes, des ronds-points, des parkings, tout ça, mais il n'y avait pas de compétence mobilité des personnes. Les datas, l'analyse des datas, c'est un peu la même chose. Et les gens qui possèdent ces datas ne réfléchissent pas, ou assez peu, sur les questions de mobilité des personnes. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est d'utiliser les techniques des transports collectifs, du secteur de la mobilité de manière générale, appliquées au monde de la route, pour faire en sorte que, globalement, on comprenne davantage ce qui se passe et qu'on cherche à optimiser effectivement en déployant des services qui sont de qualité. Et déployer des services de qualité, ça veut dire quoi ? La deuxième partie porte sur la question de la régulation ou la création de l'offre. C'est créer des services de qualité, c'est créer ce qu'on a fait, ce qu'on a su faire dans les centres-villes, où on a fait reculer fortement la part de l'autosolisme, parce qu'on a mis en place des offres alternatives et de la contrainte sur l'autosolisme. Mais ça, il faut qu'on le crée hors des centres-villes. Mais ça, c'est une impulsion publique. C'est une dépense publique. Et pourquoi ? Et ça, tout le secteur de la mobilité est public. Pourquoi ?
Parce que la mobilité dans les économies modernes, c'est un bien public. Il faut donner accès à une mobilité pas trop chère pour multiplier les capacités socio-économiques d'une économie pour qu'elle se développe. Même la route aujourd'hui est largement, le système routier est public. La voiture est peut-être privée, n'empêche que la route, elle est publique, elle est payée par les impôts. S'il n'y a pas d'impulsion publique pour construire ce système de mobilité alternatif à la voiture solo, il n'y aura pas de changement. Les acteurs privés ne sont pas capables de le faire, ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas de rentabilité purement privée. C'est une volonté d'organiser un système de mobilité compétitif face à la voiture individuelle solo qui permettra le recul de celle-ci. Si on est dépendant, c'est parce qu'on a permis à la voiture d'être hyper efficace. Donc aujourd'hui, on est dépendant de la voiture qui, de fait, du point de vue de l'individu, je prends ma voiture où je veux, quand je veux, très rapidement, pour pas si cher que ça, est hyper efficace. C'est tellement efficace, tellement important pour que chacun puisse avoir accès à un emploi, à la formation, etc., qu'on en est dépendant, donc ça crée des problèmes sociaux, etc. Mais pour sortir de ce cercle vicieux, il faut absolument réinterpréter le système routier et hybrider les secteurs, infra, voiture, transport collectif, pour faire en sorte qu'on permette aux gens de se déplacer, pas qu'on permette aux voitures de se déplacer, de rouler. Et ça, on est à l'aube d'une transformation, puisqu'il y a eu des ruptures qui sont arrivées technologiques, qui ont été évoquées, notamment sur la data, l'analyse et puis l'électrification. Mais il y a aussi des évolutions institutionnelles, la mise en place de la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui a permis de couvrir tout le territoire d'une compétence. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'on a donné une compétence sans forcément de financement en face. Donc, pour l'instant, ce n'est pas complètement opérationnel, mais ça va se régler tôt ou tard. Mais au moins, on s'intéresse à ce sujet-là. Donc, on est à l'aube d'une transformation, d'une réorganisation de la mobilité profonde. Et la création de valeur, au sens environnemental, mais aussi économique du terme, va se trouver dans le fait d'être capable de relever ces défis, de faire en sorte qu'on déplace tout autant ou plus de personnes de manière plus efficace avec les moyens dont on dispose globalement. Ces moyens étant les systèmes actuels et les systèmes nouveaux, notamment électriques, qui sont en train d'arriver. Et pour donner un exemple de moi, je trouve que les choses bougent, mais pas assez vite, mais moi je suis toujours très étonné de voir qu'aujourd'hui les systèmes de trottinettes électriques ou de vélos électriques ne sont pas intégrés dans les délégations de services publics transport, ou très rarement. Pourquoi l'action publique ne se saisit pas de ce mode et oblige, et donc le résultat, c'est que c'est des acteurs privés qui ont une contrainte très forte de rentabilité, donc vous ne trouvez des trottinettes que dans le centre de Paris, là où c'est hyper solvable, alors que les trottinettes, on en a besoin dans les zones périurbaines, rurales, périurbaines à tout le moins, sur les zones d'activité, etc. Et c'est juste cette péréquation, cette organisation, ce pilotage d'intérêt général qu'on a su faire sur les transports collectifs, lourds ou moyennement lourds, bus, cars, trams, etc., qui ne s'est pas encore approprié ces nouveaux modes qui existent et qui sont en plein développement. Donc je pense qu'il y a une deuxième vague d'innovation qui va arriver quand la puissance publique va prendre à plein son analyse, l'analyse et sa capacité d'intervention pour réorganiser les systèmes de mobilité. Sur la place de la voiture, un exemple qu'on cite souvent qui me marque, c'est à la campagne, en zone peu dense, il y a des personnes qui font des distances de quelques kilomètres qui pourraient être faisables à vélo, mais ils disent qu'ils ne le font pas parce que c'est trop dangereux de rouler sur la route départementale avec les voitures à côté. Et donc finalement, ils prennent la voiture pour se protéger face aux autres voitures. Et donc on n'est pas dans un cercle vertueux. S'il y avait moins de voitures, en particulier moins de voitures individuelles, ils oseraient davantage faire du vélo et ça serait pareil en ville, aux heures de pointe, où les parents n'osent pas laisser partir leurs enfants à vélo parce qu'il y a trop de voitures, justement. Donc là, on a un vrai sujet d'évolution comportementale qui passe pas forcément par beaucoup d'infrastructures supplémentaires en réalité. Alors, je vais maintenant repasser la parole à Fabien Laurent. Oui, alors on vient de parler de Bison Futé, bientôt cinquantenaire. Et dans ces années 70, il y a eu également la fondation du CIRED sur les questions d'environnement et de développement, et en lien évidemment avec la publication du rapport du Club de Rome. C'était aussi la décennie dans laquelle on a mis en place la chasse au gaspillage, parce que le carburant coûtait cher, on avait eu des chocs pétroliers, donc il fallait chercher à s'adapter.
Alors, je rejoins complètement ce que dit Thomas Matagne sur la mobilité peu chère. Nos activités économiques et sociales en ont besoin d'une mobilité peu chère pour fonctionner efficacement et pour donner de l'accessibilité aux activités, aux lieux qui portent les activités. Donc ça, c'est une constante. Et donc, on parlait de proximité. Ça signifie quoi, juste la proximité pour l'essentiel des Français? Alors, si on se dit que c'est la densité de population au niveau communal qui indiquerait si les choses sont plus ou moins proches de nous, si suffisamment de choses sont suffisamment proches de nous, qu'on regarde la localisation résidentielle des Français, 70% habitent dans des communes de moins de 2000 habitants par kilomètre carré. Alors j'insiste parce que ça veut dire que moins de 2000 habitants par kilomètre carré, alors vu la taille moyenne des communes, ça peut faire 30 000 habitants déjà dans la commune, c'est pas mal. C'est pas mal, mais avec 2000 habitants par kilomètre carré, on est bien, on est confortable au niveau de l'espace, on n'a pas d'enjeu de rareté de l'espace. Bon, j'insiste là-dessus, parce que quand on dit la voiture, elle roule que 7% de son temps en moyenne par jour, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Ce qui est important, c'est vraiment le cycle de vie de la voiture, le parcours technique qu'elle arrive à faire, le kilométrage sur lequel elle rend service. Ça, c'est de première importance. Après, qu'elle occupe de l'espace en stationnement, ça peut être un enjeu là où l'espace est vraiment rare. Donc là où c'est clair, c'est pour les 10% de Français qui vivent dans les communes les plus denses. Pas toute l'Île-de-France, hein, mais une bonne partie de l'agglomération parisienne, une partie majoritaire de la population francilienne, un petit peu dans les grandes métropoles de province. Et donc on a deux extrêmes, 70% d'un côté pour qui vraiment la voiture ne pose pas franchement de problème et participe à l'économie locale. Et peut-être ça crée de la dépendance, mais c'est de la dépendance pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux qui en ont, il n'y a pas de problème. Il faut serrer les questions, je crois. De l'autre côté, 10% pour lesquels il est clair qu'on a besoin de transports collectifs puissants, genre RER et Transilien en Île-de-France, où on a des sacrément beaux outils de transport. Entre les deux, on a 20% de la population qui est un peu le ventre incertain, disons, des besoins de mobilité, par quelle solution les servir. Cela dit, donc il y a des questions de routes départementales pour porter la mobilité. Donc là-dessus, sur quelle route départementale est-ce qu'on a trop de voitures? Faut regarder au cas par cas, dans chaque territoire, sur chaque itinéraire. C'est franchement pas la majorité des kilométrages de routes départementales, non. En revanche, sur des départementales qui sont d'anciennes routes nationales déclassées, qui vont relier typiquement des préfectures de départements entre elles, là, il se peut qu'il y ait trop de voitures, qu'il y en ait beaucoup en tout cas, et que leur nombre rende la circulation rébarbative pour des cyclistes. Et puis en même temps, donc c'est vrai que là, quand il y a beaucoup de voitures, ça fait une belle ressource pour partager la voiture. Et j'admire beaucoup la démarche d'Ecov, qui est d'une certaine manière donner un coup de baguette magique sur le flux de voitures pour dire ce qui était un souci, parce que ça fait beaucoup de circulation qui traverse le village, pour peu que 2 ou 3% de ces voitures-là se mettent à offrir des places à n'importe quel passager, dans ce cas-là, ça devient un formidable outil de transport, parce que ça nous fait un service avec une très belle fréquence sur l'itinéraire justement qu'on a besoin d'utiliser. Donc on a des solutions, il faut trouver leur économie. Sur peut-être une dernière question sur c'est quoi la ressource rare? Donc, je dirais, niveau voiture, on peut pointer aussi les consommations de métal, des choses comme ça, pour la construction. Donc, il faut rapporter ça à des cycles de vie, à des kilomètres parcourus. Et le faire pour tous les modes de transport. Je parlais des chaussures, ça va avec. 100 fois 15 kilos d'une paire de chaussures pour faire 100 000 kilomètres, ça fait beaucoup de tonnes de carbone. C'est quoi la ressource rare ? Pour moi, il y a vraiment une priorité sur le domaine de la mobilité qui est la transformation énergétique.
le passage à l'électrique systématique sur le territoire français, compte tenu de notre électricité faiblement carbonée et du fait qu'on va de toute manière développer de plus en plus la production d'énergie renouvelable et qu'on mette un gros effort là-dessus. C'est excellent. C'est excellent parce qu'on est loin d'être les leaders là-dessus. Après, j'ai tendance à penser qu'on a une autre ressource rare n'étant plus dans les circuits de l'administration, j'y étais quelques années, je suis peut-être mieux placé pour en attester. C'est peut-être une ressource rare, c'est notre capacité de régulation, c'est notre capacité de maîtrise d'ouvrage, notre capacité collective à porter des solutions. Donc attention, effectivement, à ne pas chercher trop d'élargissement, à ne pas courir trop de lièvres à la fois, à se diriger vers les innovations pour lesquelles on fait plus que sentir, on raisonne et on aligne sur un papier les arguments qui font que l'innovation va être vertueuse, productive, séduisante et attractive, et miser là-dessus préférentiellement. Hein, pas chercher à récolter tous azimuts. Ça, je crois vraiment que dans cette dispersion-là, donc la maîtrise d'ouvrage va s'étioler, s'épuiser, et qu'on n'arrivera pas à avoir le bon rythme de développement des meilleures innovations qui doivent vraiment tirer la transformation environnementale des systèmes de mobilité. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 bonnes minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci pour la circulation du micro. Merci. Ok, nickel. J'avais une question pour vous, Fabien Laurent. Vous disiez que être piéton ou être cycliste, c'est avoir des chaussures et manger. Et donc j'ai quand même une question par rapport à ça. Est-ce que quand on utilise une voiture électrique, on ne s'habille pas, on ne mange pas, et surtout on oublie qu'on ne fait pas de sport, donc après on va avoir besoin de plus de ressources pour la santé, peut-être qu'on va être diabétique, donc on va falloir des médecins, enfin des soins pour le diabète. Est-ce que là, si on prend vraiment toute la chaîne, parce que c'est une envie de prendre toute la chaîne en considération pour les voitures, pour les piétons et pour les cyclistes, est-ce que si on prend toute la chaîne en question pour aussi les voitures électriques, on ne se retrouve pas quand même à ce qu'on dit habituellement en prenant juste les scopes jusqu'à 3, en effet, la voiture électrique, c'est quand même moins bien que les mobilités douces. Merci. Bon, oui, ça se mesure tout ça. Hein, le métabolisme humain continue, qu'on soit cycliste, piéton ou conducteur d'automobile ou passager d'automobile. Il y a des indices pour ça spécialisés qui sont des nombres de métabolismes basaux. Le métabolisme basal en médecine, c'est en gros le niveau de dépense d'énergie du corps humain au repos. Donc, quand on conduit, il paraît que c'est 2 fois, mais alors quand on marche, on est quand même assez vite à 5, 6, 7. Et puis après, si on fait du vélo également, et même plus, par unité de temps. Après, il faut voir la vitesse qu'on accomplit. Et donc, si on conduit sur une certaine distance, si on conduit avec un métabolisme doublé par rapport au repos, mais qu'on va beaucoup plus vite, donc en fait, oui, ça se calcule, et en même temps, on sera plutôt du côté vers l'épaisseur du trait pour le bilan carbone de la voiture. Après, évidemment, l'aspect sanitaire, on est bien d'accord, la marche ou le pédalage, c'est un bon moyen de maintenir le corps humain en bonne santé. Reste à voir dans quelles conditions, avec quelle qualité d'air est-ce qu'on respire. Le cycliste qui roule intensivement dans des gaz d'échappement, c'est pas forcément très bon non plus. Merci. Bonjour, Julie Braca de la Fabrique des Mobilités. Moi, j'avais une question quand vous avez parlé notamment des circulations de voitures sur les voies départementales. On n'a pas du tout parlé de la question de la vitesse pour le partage de la route, en fait. Parce qu'on a parlé des vélos, mais aussi il y a trop de voitures. Le problème, moi, je pense, c'est pas qu'il y a trop de voitures, c'est qu'il y a la vitesse est trop élevée, et ça reste un sujet où il y a des levées de boucliers énormes de la part notamment des élus locaux ou de la population pour pouvoir baisser cette vitesse et la partager avec d'autres types de mobilité,
le vélo, ou comme Bertrand en a parlé tout à l'heure, des véhicules intermédiaires, qui sont des véhicules qui roulent moins vite, et donc qui ont besoin aussi d'avoir une certaine forme de sécurité dans leur déplacement. Vous voulez répondre là-dessus? Non, peut-être moi je peux juste parler de la campagne de communication pour la sobriété énergétique du gouvernement là, qui repasse en ce moment avec le message je baisse, j'éteins, je décale. Il y a un 4e message qui a été ajouté lors du renouvellement de la campagne là, à l'automne, c'est je lève le pied. Voilà. Donc on n'est effectivement pas dans la contrainte, on n'a pas prévu de changer le code de la route sur les limitations de vitesse, mais on est quand même dans une véritable incitation à s'engager à réduire la vitesse, à la fois pour consommer moins et pour la sécurité. Au niveau de l'État, pour montrer l'exemple, en fait, l'ADEME a distribué des autocollants « Je roule à 110 » pour tous les services de l'État en France, voilà, pour essayer d'inciter au maximum à réduire sa vitesse. Vous pouvez compléter peut-être sur l'intérêt de réduire la vitesse. Pour insister sur effectivement le caractère fondamental de la sécurité dans les transports, sécurité pour les usagers et puis pour les gens qui passent autour, on est complètement d'accord. Et on pourrait saluer, alors à côté des innovations technologiques, des révolutions technologiques récentes, quand même, la sacrée amélioration de sécurité routière depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, ou même un peu avant quand il était ministre de l'Intérieur. Il y a eu une vraie volonté politique, une vraie démarche pour améliorer vraiment les choses, et c'est à mettre au crédit de notre action publique. Alors après, pour dire, est-ce qu'on a besoin de voter à l'Assemblée des limitations contraignantes de vitesse sur les routes départementales ? Moi, intuitivement, je dirais plutôt, faut voir au cas par cas. Localement, c'est quoi le problème? Alors, si c'est une départementale qui est estampillée départementale, mais qui est quand même bien sinueuse, avec des virages à répétition à faible rayon de courbure, et avec peu d'aménagement sur les bas-côtés, évidemment, il faut réduire, et il y a déjà des panneaux pour faire ça. Je crois que ça pourrait valoir le coup qu'on rejoue une démarche collective orientée de terrain sur la sécurisation des itinéraires, mais cette fois à destination véritablement des cyclistes. Donc il y a eu une telle démarche à destination, alors principalement des automobilistes quand même, la démarche sur sécurité des usagers sur le réseau, je ne sais plus ce que c'était, il y avait un E à la fin, est-ce que c'était réseau existant? Ça devait être ça, oui. Donc sécurisation des usagers sur le réseau existant, où en local, on a examiné chaque carrefour. Alors on n'a pas fait tout à la fois, ça a mis plusieurs années à être déployé, mais ça s'est fait, et donc ça a complètement participé à la réduction des nombres d'accidents sur le réseau, sur l'ensemble du réseau routier national et puis aussi départemental. Donc bon, je suis convaincu qu'on peut faire la même chose itinéraire par itinéraire pour mettre des limitations de vitesse qui permettent aux automobilistes d'être complètement respectueux de la circulation des cyclistes, sans pour autant brider les automobilistes quand c'est bien droit et que c'est bien large. Ma foi, pourquoi limiter à 50 à l'heure? Vaste débat. Thomas, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste quelques mots pour dire que ralentir, en fait, est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y a les effets de moindre risque de sécurité routière, mais il y a aussi des effets de long terme du fait que si on va moins vite, en fait, l'organisation du territoire va être un peu différente, ça va favoriser la relocalisation, etc. Le problème, c'est que c'est des dynamiques de très long terme. Parce que pourquoi est-ce que quand il y a eu la loi sur le 80 km/h, il y a eu de telles levées de boucliers? C'est parce qu'en fait, les gens ont fait tous ces arbitrages individuels pour aller habiter un peu plus loin, pour avoir un peu plus de mètres carrés ou je ne sais quoi. Et là, on leur dit, bah non, maintenant ça sera moins vite. Et donc, en fait, chaque jour, ça va faire 5 minutes, 10 minutes. C'est un sentiment d'oppression sur la liberté, en fait. C'est pas forcément évident quand on est citadin et que pour nous, ça compte pas. Mais pour ces populations-là qui ont fait plein de choix associés à ça, c'est très compliqué. Donc il faut aller vers la réduction de la vitesse, mais ça remet en cause énormément d'équilibre socio-économique.
Et donc, ça ne peut être que progressif. Enfin, ça va être compliqué de faire ça très très rapidement, parce que ça remet en cause l'habitation, le logement, l'organisation du territoire de manière générale. Mais il faut engager cette dynamique-là. Il y a plusieurs façons de le faire, par les incitations, par le fait qu'on peut avoir des modes qui sont accessibles quand même si on n'a pas encore réduit la vitesse, parce qu'on a des itinéraires spécialisés, etc. Mais c'est logique que ce soit compliqué, que ça prenne du temps à mettre en œuvre. Merci. Je crois qu'on doit conclure. Notre temps est écoulé. Moi, je voulais rebondir aussi sur l'éducation à la mobilité. On a parlé de la nécessité d'accompagner les personnes pour dire qu'au ministère, on promeut un atelier qui a été créé par l'association des shifters qui s'appelle la fresque des mobilités, inspiré de la fresque du climat, qui est plus connue. Et c'est un jeu qui peut être fait entre collègues en entreprise, avec les collectivités, qui permet en fait de réfléchir à toutes les solutions qu'on peut mettre en place pour changer son comportement vis-à-vis des mobilités. Et enfin, pour conclure, je voulais aussi vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à visiter donc le stand du ministère, le stand de l'Agence de l'innovation pour les transports, que vous trouverez, je pense, facilement. Je ne sais plus quel est le nom de code exact, mais il fait partie des stands accessibles, et on y trouve aussi à côté quelques stands des startups qui sont soutenues par notre démarche de l'AIT. Voilà. Et merci beaucoup. Merci vraiment toutes et tous pour vos contributions et pour cet échange très riche. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le ministre demain matin. Merci.